Marie-Pierre, nous avons la chance d'avoir M. Rousset qui débarque de l'avion. C'est extraordinaire. J'aimerais vous remercier d'avoir accepté de participer à ce Forum des idées. M. Rousset est né à Chazelles-sur-Lyon, dans le département de la Loire, et est un politicien depuis le début des années 90. Son leitmotiv, le résultat. Dès son élection, en 1989, comme maire de Pessac, dans la région Aquitaine, il prend le leadership pour la création de Bordeaux Unitech Technopole. Cette société, implantée sur le domaine universitaire de l'agglomération bordelaise, souhaitait ancrer son action au plus près des ressources scientifiques et universitaires de son territoire. Sa spécificité est d'être un trait d'union entre la recherche, l'enseignement supérieur, l'innovation technologique et le développement économique. Cette association a comme objectif de favoriser l'émergence, la création et le développement d'activités industrielles et tertiaires innovantes, en étroite symbiose avec la communauté scientifique et universitaire. Depuis 1991, cette société a permis la création de plus de 300 entreprises et la création de près de 3000 emplois directs. En 1998, M. Rousset devient président de la région Aquitaine et a été réélu en 2010 pour un troisième mandat. Depuis 2004, il préside l'Association des régions de France. L'une de ses stratégies comme président de sa région, l'innovation. Depuis 2007, il siège à l'Assemblée nationale comme député de la Gironde. De plus, comme député, il a accepté depuis quelques années de présider le groupe d'amitié France-Québec. Personnellement, j'ai connu M. Rousset en 2003. Il participait à une mission au Québec. Durant ma conversation avec lui, j'ai réalisé son intérêt à connaître le Québec et son histoire. En décembre 2003, je l'ai à nouveau rencontré à Bordeaux à l'occasion des assises de la coopération décentralisée franco-québécoise. On sait que depuis l'an 2000, un partenariat existe entre la région Aquitaine et le Québec. Les principaux domaines de ce partenariat sont le développement économique, l'enseignement supérieur et la recherche. Grâce à ce partenariat, en juin dernier, au Salon du Bourget, M. Rousset a signé au nom de sa région un protocole d'entente liant le Centre d'excellence sur les drones d'Alma au Québec et le Centre d'essais et de services sur les systèmes autonomes de Bordeaux Aéroparc. Tout récemment, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et la région Aquitaine ont signé, grâce aux efforts de M. Rousset, une entente de collaboration afin de soutenir la recherche sur les matériaux de batterie, la voie du futur dans le domaine du transport collectif. Chers participants, chères participantes, je suis convaincu que sa conférence nous invitera, comme l'on dit au Québec, à relever nos manches pour développer une stratégie sur l'innovation. Mesdames et messieurs, M. Rousset. Merci de votre présentation. Je suis effectivement très heureux de venir ici, très heureux d'avoir répondu à l'invitation de votre Premier ministre. Alors c'est un peu une innovation dans l'innovation, parce que quand même, les trois panélistes français ou les trois hommes responsables politiques français que vous avez invités, c'est trois sociodémocrates. Je ne sais pas si les choses bougent à travers le monde pour nous, pour le Parti libéral, mais je trouve qu'il y a, on en disait un mot avec Claude Évin, qui est votre invité aussi demain, et qui a été ministre de la Santé, et qui a de grandes responsabilités dans l'hospitalisation en France. Moi, je ressens d'abord un énorme besoin d'innovation politique aujourd'hui. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, le monde a tellement changé depuis la chute du mur de Berlin, les méthodes de gouvernement ont tellement changé. Ce qui se passe dans nos sociétés, que ce soit la guerre ou la paix, que ce soit les grandes crises bancaires, subprimes, l'explosion dans nos pays occidentaux de la pauvreté. Nous venons d'avoir la présentation en France
de ce cancer de la pauvreté qui arrive chez nous, fait que les clivages politiques, en laissant les extrêmes, ont besoin peut-être aujourd'hui d'un peu de modestie et de repenser la façon de poursuivre la vie sur cette terre. Pour 3 raisons. Celle que je viens d'indiquer, qui est une raison humaine. Pour une deuxième raison, qui est une raison, me semble-t-il, liée à la nature, liée au globe, liée à la nécessité de ce qu'en France on appelle la transition énergétique, de ce que l'on appelle le développement durable ailleurs. En tout cas, nul ne peut aujourd'hui penser le développement s'il ne pense à la protection de l'espace, des espèces, et c'est bien le défi auquel vous allez être confrontés dans les opérations du Grand Nord. Le troisième défi ou le troisième changement, c'est celui du numérique. Vous le disiez, monsieur le directeur, tout à l'heure, le numérique, ce n'est pas la même révolution industrielle que les autres. C'est une révolution industrielle, mais ce n'est pas la même révolution industrielle. Elle met en place un monde de réseaux qui s'interpellent, qui pose parfois des défis gênants. Ce que nous lisons sur les réseaux Internet n'est parfois pas très ragoûtant pour l'espèce humaine. Cela permet à certains de libérer leurs fantasmes ou leurs plus bas instincts. Et dans le même temps, comment se passer aujourd'hui des échanges de données entre le grand groupe et le sous-traitant, entre l'élève et son enseignant, comment apprendre les langues étrangères sans le numérique, comment demain, et moi c'était une de mes propositions lorsque j'ai participé pour la France à l'équipe du 400e anniversaire de Québec, comment ne pas penser à l'enseignement à distance pour essayer de gagner dans la francophonie. Vous avez tous évoqué la francophonie tout à l'heure. Moi, je ne suis pas totalement rassuré. L'Afrique, qui est l'avenir de la francophonie, pour partie, nous ne le ferons pas si la France et le Québec n'approfondissent pas, et le rapport Attali est peut-être là pour ça, pour ceux qui le connaissent. Mais en tout cas, nous devons avoir, à l'égard de l'Afrique, qui va faire 40% je crois, d'ici 2050, de la croissance démographique, nous devons avoir un autre type de relation, d'enseignement. Et il se trouve que j'ai puisé dans une thèse et une recherche que j'ai trouvée, alors je ne sais plus si c'est à Laval ou si c'est... que l'élément tactique qui fera progresser la francophonie, ce sera l'enseignement professionnel et l'enseignement technique. C'est un de vos chercheurs qui a déterminé ça. Je vous livre cette idée. Donc on est dans un monde, voilà, et on partage ce que vous avez dit tous les trois tout à l'heure, je ne peux qu'être totalement d'accord. C'est quoi ce que nous avons essayé de faire en Aquitaine? Je voudrais aborder ce thème, si vous le permettez, Monsieur le Premier ministre et Mesdames, Messieurs, avec mon expérience. Je ne suis pas chercheur, je suis plutôt considéré comme un pragmatique, intéressé par le monde de l'entreprise, par le monde de l'innovation. On a fait bouger l'Aquitaine. On a fait bouger l'Aquitaine, il a fallu 15 ans, hein, et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. L'Aquitaine était une région de cueillette. Une région de cueillette, et nous l'avons fait passer, je donnerai des chiffres tout à l'heure, vers une région de la connaissance et de l'innovation. Pourquoi une région de cueillette? Plus grand massif boisé d'Europe, les pins poussent tout seuls, il suffit de les couper au bon moment pour les transformer en pâte à papier. Ceci dit, aujourd'hui, les tempêtes abattent parfois 20% de la surface. Il faut connaître le volume de bois, il faut valoriser, trouver une meilleure valeur ajoutée, ce que disait Jean-Marie Bézère tout à l'heure. Et c'est des usages du bois complètement différents. C'est la chimie verte.
Après tout, on a bien utilisé la cellulose pour faire de la poudre et des explosifs. On a bien utilisé la gemme pour faire du collagène, pour faire du rouge à lèvres, pour faire des produits... On compresse aujourd'hui les écorces pour faire de la protection thermique et de la protection des maisons. On utilise le bois, mais vous en avez tellement l'habitude à titre d'énergie. On crée des circuits courts ou de l'économie circulaire pour éviter que les déchets soient jetés et soient gaspillés pour préserver la ressource. On va planter différemment la forêt des Landes pour éviter que les tempêtes fassent comme il s'est passé en 99 et en 2009, où des centaines de milliers d'hectares étaient par terre. Économie de cueillette, mais aujourd'hui, le bois, c'est le matériau composite de demain. Et c'est peut-être le pétrole de demain. Et toute l'action de la région, je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, plus savoureux, ça a été d'investir massivement dans la recherche. Lorsque j'ai pris la présidence de la région, dès la deuxième année, 10% de mon budget, alors je ne compare pas, ni avec mes collègues des Länder allemands. Mais une certaine fierté, tous les ans, la région Aquitaine investit, à côté de l'État bien sûr, mais investit en plus sur une stratégie directe, 120 millions d'euros. Sur des thèses, sur des constructions de laboratoires. On a créé 3 grands laboratoires. Et savez-vous quel est le premier laboratoire que j'ai créé autour de cet investissement sur la recherche? Ça a été un institut des sciences de la vigne et du vin. Alors, dire ça en venant de Bordeaux, je sais que ça va vous rassurer pour le goût du vin de Bordeaux de demain, mais les Bordelais avaient laissé tomber la recherche sur le traitement de la vigne, sur la relation entre la vigne et le sol, les cépages, etc., etc. Catastrophique, à l'heure du réchauffement climatique. Donc un effort de recherche, y compris dans ce domaine-là. Et quand le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, installe le laser mégajoule qui va simuler les essais nucléaires, puisque nous sommes un pays qui avons une force de dissuasion et on ne peut plus faire des essais à l'extérieur, c'est bien. La région finance, crée, fatalité, pouvoir politique, un laboratoire avec le CEA, et de ce laboratoire, par transfert de technologie, par maturation, naissent une trentaine d'entreprises. Alors bien entendu, ce n'est pas moi qui ai créé Thales Optique Laser. Ce n'est pas moi qui ai été le chef d'entreprise qui a créé les 30 entreprises. Mais si les pouvoirs publics n'étaient pas intervenus pour créer un centre de transfert dont j'ai pris le modèle ici, avec l'INO, je le disais au Premier ministre tout à l'heure, qui m'a été montré parce qu'un Lot-et-Garonnais est venu vivre ici au Québec et est un scientifique, un des meilleurs au monde, sur le plan de l'optique laser, qui s'appelle Jean-Claude Kiffer et qui assure le go-between entre nous sur ce plan-là. Donc j'ai pris des idées ici. On a pris on a pris des idées. Et on a créé une filière qui, du laboratoire au grand équipement, en passant par la formation, en est à 1000 emplois aujourd'hui. Mais en tout cas, l'Aquitaine qui vivait de cette économie de cueillette, je parlais du pain, j'ajoute la vigne. Et la vigne, elle est en compétition, on ne peut plus fonctionner pareil, parce que, regardez, les Rothschild, ils ont planté en Californie, ou ils ont planté au Portugal. Donc, nous devons, nous, bouger. Je crois que l'innovation suppose qu'on se bouge d'abord, tout simplement. Suppose qu'on se bouge. Économie de cueillette, encore, parce que, étant la région la plus éloignée des frontières de l'Est, on avait installé, soit depuis Louis XIV avec la poudrerie, soit dans l'entre-deux-guerres, après la guerre de 14, les entreprises de défense. Donc il suffisait d'avoir le vote, l'appui du gouvernement, le vote du Parlement,
pour avoir des plans de charge, et nos usines de défense, cachées dans les pins, fonctionnaient parfaitement bien. Ne posaient pas de problème entre les viticulteurs, les ingénieurs, il n'y avait pas de bagarre sur les salaires. Et d'ailleurs, même à un moment donné, choix a été posé d'accueillir Airbus, enfin, ce qui était Airbus à l'époque, c'est-à-dire l'industrie civile, l'industrie de l'aéronautique civile, à Bordeaux. Nous avions l'aéronautique militaire, avec tous les grands groupes. Nous avons failli avoir l'aéronautique militaire. Alors, les élus de l'époque l'ont évité, parce qu'il paraît que ça allait provoquer des tensions sur le salaire dans la sylviculture et dans la viticulture. Mais bon, il y a parfois... Sauf qu'aujourd'hui, après la chute du mur de Berlin, malgré les tensions internationales, si vous ne développez pas une industrie duale, notamment auprès des entreprises civiles et militaires, et nous avons conclu une convention, la région Aquitaine a conclu une convention avec le ministère de la Défense pour développer des technologies qui s'irriguent mutuellement. Que ce soit au Canada ou que ce soit en France, il faut que nos commandos voient la nuit. Le fait de voir la nuit va irriguer la façon avec laquelle les sous-traitants automobilistes vont travailler la bonne optique sur les voitures. De la même manière que lorsque vous êtes en opération aujourd'hui, il vous faut établir des systèmes de tente avec des systèmes de rafraîchissement qui vont améliorer les dispositifs qui existent dans nos pays plus tempérés. Donc nous avons développé en Aquitaine, aujourd'hui, ce type d'économie duale. Et on a essayé d'aller un peu plus loin en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour être attractif d'un secteur industriel qui ferait renaître d'une certaine manière l'aéronautique dans notre région. L'aéronautique est née en Aquitaine. Les frères Wright à Pau, certains d'entre vous le savent, Dassault a créé la première hélice à Bordeaux, en, je crois, 1904. Potez, d'autres grands noms de l'aéronautique. Ce qui nous a semblé aujourd'hui important, c'est deux secteurs. D'abord de foncer toujours sur le mode de l'INO, que vous m'avez appris, en créant un centre technologique qui associe la recherche et qui fait qu'on rentre d'un côté de la recherche ou de la technologie et qu'on ressort de l'autre de l'entreprise. Ça suppose un lieu d'ingénierie, ça suppose des financements, ça suppose effectivement, vous le disiez tout à l'heure, de penser les usages futurs. On a travaillé sur deux secteurs. Les matériaux composites, essentiels, quels qu'ils soient, chauds, froids, tièdes, etc., pour faire des coques de bateaux, pour faire l'A350 nouveau, essayer d'être capable, les matériaux qui conduisent la foudre, être capable de s'adosser à un socle universitaire pour pouvoir diffuser de la technologie dans le domaine des matériaux composites. On a créé, avec une entreprise qui est Safran, un grand laboratoire, qui est le laboratoire des composites thermostructuraux, sur ce thème-là. L'autre innovation, qui n'est pas une innovation technologique, et vous aviez raison de le dire tous les deux tout à l'heure, toutes les innovations ne sont pas technologiques, c'est la création d'un centre de formation à la maintenance. On a racheté un centre du ministère de la Défense qui fermait. On est passé de 700 la fatigue, stagiaires à 20 000. À 20 000. Aujourd'hui, Super-Héros, dont on parle, vient faire des formations à la maintenance à côté de Bordeaux, dans un village qui s'appelle La Traîne. Parce que dans le prix d'un avion, je crois que beaucoup le savent, un tiers c'est l'achat, deux tiers c'est la vie de l'avion. Et dans les deux tiers, vous en avez une part considérable en matière de maintenance. Et nous sommes, cet aérocampus, Monsieur le Premier ministre, de l'Aquitaine, est en contact avec, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec des bases ici pour contribuer. Je vois demain, je crois, un des responsables de Bombardier. On a à se partager cela.
On va ouvrir un aérocampus à Istanbul, on va en ouvrir un vraisemblablement aux Emirates. Donc, voilà, passer de une société de cueillette à une société de la connaissance. Alors, la méthode, c'est quoi? Financer la recherche. Je pense qu'il n'y a pas... en France, pour être trivial, on dit qu'il n'y a pas de lézard. Enfin, je n'ai aucun doute, effort de financement de la recherche. Mais en demandant à ce que cette recherche, je vais paraître savant, mais ce n'est pas moi qui me le suis trouvé. Je faisais ça comme M. Jourdain faisait de la prose. En procédant par le cadran de Pasteur. C'est pas beau, ça? En fait, il y a 3 typologies dans la recherche. Et ça vient, je crois, je ne sais pas si c'est l'université de Massachusetts qui a, ou Harvard, je ne sais plus. Je crois que c'est d'Harvard. 3 cadrans dans la stratégie de recherche. Le cadran de bord, c'est la recherche purement fondamentale. Alors là, on est totalement déconnecté de toute réalité. Le cadran d'Edison, lui, c'est uniquement je patouille ou je tripatouille. Hein, enfin, je ne vais pas critiquer Edison, mais le cadran de Pasteur a ceci d'intéressant, c'est que la recherche a un objectif sociétal, social, humain. Quand Pasteur se lance dans la microbiologie, il pense guérir les infections et la rage. Donc il faut qu'on mette en place, et cette stratégie, quand on regarde, je vous parlais tout à l'heure d'avoir créé un centre de la vigne et du vin, un institut international de la vigne et du vin. Ben c'est le cadran de Pasteur, il y a de la recherche sur les nouveaux cépages. L'Aquitaine est la région française aujourd'hui, je n'arrive pas à l'expliquer, qui a le réchauffement climatique le plus important. Mais en même temps, si vous voulez, si on veut continuer à avoir du bon Bordeaux, surtout du Pessac-Léognan, je fais un peu de pub pour ma circonscription. Et merci. Et je ne peux pas avoir du vin de nos amis espagnols. Le vin de Bordeaux a déjà pris 1,5 degré. S'il en prend 2,5, le goût du vin de Bordeaux va changer. Et donc, toutes les relations commerciales se feront pas. Je vous donne un exemple dans un tout autre domaine. Le travail qu'on fait sur l'optique et les lasers. Viennent me voir. C'est pour ça qu'il y a, dans l'innovation, il y a, c'est pas du tout étymologique, mais il y a le mot contact. On s'interrogeait qu'est-ce qu'il y avait dans le mot innovation. Il y a d'abord le mot contact. Moi, je veux dire, c'est pas moi avec mes... Je sais très bien innover pour cultiver mes tomates, mais en matière d'optique laser, si Jean-Claude Kiefer vient pas me voir pour me dire, tu sais, ce qui se passe à Cadarache, dans le sud de la France, on peut faire la même chose 1000 fois moins cher. Et c'est ce qu'on a fait au CEA à côté de Bordeaux. Ça s'appelle le confinement inertiel plutôt que le confinement magnétique. Mais 2 chercheurs de Saclay viennent me voir un jour, des médecins, pour me dire, est-ce que vous savez qu'avec le laser et l'optique, on peut miniaturiser une technologie qui est extrêmement rare et extrêmement chère et qui guérit parfaitement le cancer aujourd'hui, qui s'appelle la protonthérapie. Et qui, bombardant une tumeur, s'écrasant sur la tumeur, et les résultats, je suis allé en Allemagne parce qu'ils ont, comme à Saclay, un centre, c'est à Heidelberg, 90%, si on mesure l'espèce de douleur que provoque dans nos familles l'arrivée de ce genre de maladie, on voit que là, on a, en travaillant sur l'optique laser et la protonthérapie, on peut miniaturiser et passer des machines de 350 millions d'euros à 15 millions d'euros. Et donc en équiper tous nos hôpitaux. Cadran de Pasteur.
Donc une politique de recherche, une politique de formation, bien entendu. Formation supérieure, alors la région n'intervient pas dans tous les domaines. Nous, on n'a pas les mêmes compétences que la province, puisque nous, on équipe, on construit les lycées, peut-être demain qu'on aura les collèges, mais en même temps, on essaye de faire bouger le corps enseignant, parce que le corps enseignant, chez nous, il est en silo vertical, quoi. Donc, la France est le dernier pays démocratique centralisé. Alors, si vous voulez un tue-la-mort pour l'innovation, vous prenez un pays centralisé. Hein ? Le pire obstacle à l'innovation, c'est bien entendu la verticalité et le fonctionnement en silo. Hein ? Et je pense d'ailleurs que la bonne échelle, moi je préside l'Association des régions de France, donc on fait beaucoup de benchmarks avec les autres pays européens, avec vous, avec... Là, et on a fait faire des études que le Congrès des régions va encore démontrer, là où il y a une décentralisation très poussée, là, il y a un gisement d'innovation. C'est là où il y a le plus d'innovation. Tous les scientifiques là-dessus le démontrent. Donc je parlais de la formation. Aujourd'hui, dans l'aérocampus de la Traîne, le vrai proviseur, c'est le directeur. Et on mélange formation initiale, formation professionnelle, formation par apprentissage. On a un peu de retard en France sur l'alternance. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'entreprises qui sont mobilisées au Québec ou au Canada pour l'alternance. Nous, c'est simplement 3,5%. Donc, en fait, c'est un gage de réussite, assez étonnant. Ensuite, créer du collaboratif. La recherche, la formation, bien entendu, jusqu'à la formation supérieure. Créer du collaboratif. Moi, j'ai truffé l'Aquitaine, enfin, on a truffé l'Aquitaine, excusez-moi de toujours dire avec des clusters, pôles de compétitivité, mais surtout des clusters. Clusters sur la chimie verte, clusters sur l'éolien, clusters sur même le thermalisme, clusters, voilà, et on va en recréer. Parce que le paradoxe, alors, c'est peut-être un peu la culture française de ce pays centralisé, c'est que les hommes ou les femmes des entreprises ne se parlent pas. Hein ? Et j'ai même rencontré, moi, un grand groupe en Aquitaine où l'entreprise, la filiale qui était dans le sud de l'Aquitaine, le long des Pyrénées, ne savait pas que la maison mère avait créé sur les matériaux composites le laboratoire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a un besoin et ce besoin de clusterisation, où bien entendu la responsabilité doit être auprès des chefs d'entreprise ou des chercheurs, elle donne quelque chose d'assez étonnant. J'ai vu des chefs d'entreprise s'intéresser à l'action publique. J'ai vu des chefs d'entreprise comprendre parfois les contraintes que nous pouvons avoir, nous élus, Premier ministre, président d'une région, ministre, comprenant que, ma foi, il y avait aussi, on parle de citoyenneté politique, mais il y a une citoyenneté économique. Et puis que c'est aussi une façon de faire, mais là vous êtes en avance. Moi je me souviens mes premiers voyages ici, lorsque j'avais quelques responsabilités, le consul de France m'avait organisé une réunion avec quelques chefs d'entreprise. Vous avez, vous, ici à Québec, quelque chose qui nous manque en France, où les grands groupes et le management des grands groupes accompagnent des PME à potentiel, qui deviennent des ETI. Un des problèmes que nous avons en France, c'est que le grand groupe, il a tendance à cannibaliser les PME. Mais c'est totalement contradictoire avec la créativité, pas forcément avec l'innovation, mais contradictoire avec la créativité. Il faut, vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'on organise la maturation industrielle de ces start-up, de ces PME. Nous vivons en France dans une société de sous-traitance, des grands groupes, des entreprises sous-traitantes. Et cela s'explique. Nous avons un manque important en France de classe moyenne d'entreprises et de classe moyenne de collectivités. Et dans un pays qui n'a pas de classe moyenne, alors je me tue à le dire à mes amis du gouvernement, mais tant qu'il y aura les nains, ça posera un problème. J'espère qu'il n'y a pas des narcs en stage ici. Parce qu'après, c'est tellement rapporté. Il y en a un,
Non. Merde. Oui, mais on se connaît. Mais On un s- groupe étranger, là. On se connaît, donc il ne va pas me dénoncer. Il ne va pas me dénoncer. Oui. Il est important, l'innovation a besoin aussi, à un moment donné, de maturer. Elle a besoin de start-up, elle a besoin de l'agilité, elle a besoin d'entreprises. Il est difficile dans un grand groupe d'innover. Ça met entre le moment où l'ingénieur va trouver l'innovation qui va bien, va changer le process, pas forcément une innovation de rupture, mais simplement une innovation incrémentale, le temps qu'elle monte dans la hiérarchie. Quelque part, on a l'impression d'ailleurs, et c'est valable pour toutes les organisations, qu'une innovation, même une innovation de rupture, je suis trop long. Comment dire, met en cause toutes les hiérarchies. Et c'est toutes les difficultés qu'évoquait Philippe Couillard tout à l'heure. On innove plus quand on est agile, petit, quand on monte sa boîte. Ce qu'il faut, et ce qu'on ne sait pas trop faire, c'est qu'on donne les moyens de passer d'une start-up à un champion. En France, le CAC 40 est quasiment le même, sauf quelques entreprises qui sont sorties de Total ou d'Elf, et le même qu'il y a 30 ans. Ce n'est pas le cas en Amérique du Nord. Et là, on voit bien qu'un des rôles des pouvoirs publics à notre échelle, bon, l'Aquitaine a 3,3 millions d'habitants, le Québec 8 millions. Demain, je vais essayer de vous rattraper parce que je vais reconstituer le royaume d'Aliénor avec Poitou-Charentes, La Rochelle et le Limousin. Ça ira pas jusqu'à 8 millions et malheureusement, je pense que j'aurai pas le budget. Mais je pense que quand on compare les pays, et encore une fois, la plupart des pays démocratiques sont des pays décentralisés, ce sont les pays décentralisés qui sont les plus innovants. D'abord parce qu'il y a une distance plus courte pour accompagner par des fonds propres, par un prêt d'honneur, par une caution, par tout le dispositif qui va bien. La rapidité de décision quand vous créez votre entreprise, elle est essentielle. Essentielle. Et ça se passe par des circuits de financement courts. Ça ne se passe pas par des circuits de financement centralisés. Parce que le marché va passer sur les écrans radars pendant 3 ou 4 mois. Si vous n'avez pas l'accompagnement de suite, si vous perdez votre temps à faire des levées de fonds, à non plus finir, à regrouper 3 ou 4 fonds. Et regardez d'ailleurs, les meilleures réussites en matière de start-up, et beaucoup d'entre vous y sont peut-être allés, c'est Israël, avec leur projet de Startup Nation. D'ailleurs, je vais le copier, moi, en Startup Region chez moi. La Californie, où sont nés les grands groupes qui sont dans cette 3e ou 4e révolution industrielle? En Californie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une agilité, une capacité de financer avec des fonds qui acceptent de perdre sur 8 dossiers pour faire une culbute sur 2 dossiers. C'est capacité de financement du risque. Et je crois qu'au départ, les pouvoirs publics sont obligés d'y aller. Hein, enfin, en tout cas, nous, en Aquitaine, on a suscité beaucoup de fonds privés à partir d'une intervention publique. Orienter les aides publiques sur la R&D. On a fait faire, pour voir si, après tout, ce que je dis là était valable. Donc moi, j'ai fait réaliser une thèse de doctorat par l'université. Donc j'ai pas pris un cabinet de conseil, un machin, etc. Non, j'ai demandé à l'université de me faire une thèse de doctorat sur le bilan de ma politique, de notre politique de recherche, d'innovation, etc. Et les résultats sont étonnants. Augmentation du dépôt de brevets en France ces 10 dernières années, 30%. En Aquitaine, 76%. Augmentation de 3 à 4 points du niveau des professions supérieures et des professions intellectuelles. Quand vous intervenez dans une PME, et on intervient sur 20% en gros, nous, des PME qui ont une capacité de R&D, l'effet multiplicateur sur la création d'emplois dans tout domaine est de 8. Et de 8. Donc, voilà, je ne vous amène pas une boîte à outils. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de choses, et j'en suis fier,
que nous avons pris ici au Québec, hein, vos centres technologiques. Mais je crois qu'il faut bien cette continuité, la recherche, la formation, le financement, l'accompagnement des PME pour qu'elles croissent, des start-up, le terreau des start-up. Et puis, l'innovation, elle viendra d'elle-même, d'une certaine manière. J'étais, je ne sais plus quel jour on est. J'étais jeudi en Dordogne, pays que beaucoup d'entre vous dans le Périgord connaissent bien. Et nous avons une zone en difficulté dans ce territoire-là, dans ce département du Périgord. Et à la fin de l'intervention, donc, on crée un fonds de retournement territorial pour essayer de mettre des moyens massifs. Comment on fait un fonds de retournement pour reprendre une entreprise et la mettre dans le bon sens? On a créé un fonds de retournement territorial. Et il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit « J'arrive pas à me faire financer ça. C'est du plastique, sauf que c'est du plastique biosourcé. Et c'est aujourd'hui la seule protection qui existe pour éviter de se faire piquer dans nos cartes à puce, dans nos cartes de paiement, toutes les informations que les banques inscrivent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous prenez le tramway, vous prenez le bus, vous prenez le métro, vous circulez, quelqu'un qui a une machine, paraît-il, assez facile à se procurer, toute votre carte de crédit est dedans. Toutes les infos de votre carte de crédit est dedans. C'est une espèce de cache de Faraday. Et c'est pareil pour les passeports. Parce que dans les passeports aujourd'hui, on intègre plein d'informations. Donc c'est ça qui est l'action privée bloquée, c'est grande qui vous permet extraordinaire. Vont débuter à sa carrière au gouvernement du Québec, toujours inter au sein de la du Québec. Et dans au gouvernement Charest. Toujours été à la recherche de nationale, la base québécoise. Appelle tout au sein de l'équipe des négociateurs nécessaires à la signature du traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Monsieur Audet, merci d'avoir accepté de participer à ce forum des idées. Alors, l'autre personne, si vous me permettez, oui. Monsieur Audet, je vais présenter Monsieur Forêt. Monsieur Forêt que j'ai connu il y a 10 ans. Un vrai Québécois des régions. Né en Gaspésie, à Bonaventure, et intéressé à la politique depuis plus de 30 ans. Il a toujours milité pour le développement des régions. En 1995, il accepta de devenir le premier directeur général du club de hockey de la Ligue de hockey junior manager du Québec, l'Océanique de Rimouski. Grâce à ses qualités de son travail, il recruta des joueurs comme Brad Richard, une vedette de la NH, et permit à son club en 2000 de gagner la Coupe Mémorial, remis au club champion du Canada. Il fut le patron d'une autre grande vedette de la Ligue nationale de hockey, Sidney Crosby. En 2005, il quitta ce poste et fut élu maire de Rimouski, une des villes modèles en environnement et en développement durable. Cette métropole du Bas-Saint-Laurent est reconnue nationalement et même internationalement grâce à ce qu'on appelle sa technopole maritime. En effet, plusieurs centres de recherche, innovation et d'enseignement dans le domaine maritime se sont installés dans cette ville. Ses qualités de leader, de défenseur des régions ont été reconnues par l'ensemble des dirigeants des municipalités du Québec et il fut élu comme président de l'Union des municipalités du Québec en 2000. Je me rappelle personnellement d'une action de M. Forêt comme maire de Rimouski. Au printemps 2006, afin de faire mieux connaître sa ville, il organisa des rencontres à Montréal, invita les Montréalais à venir le rencontrer, à venir voir une petite exposition sur Rimouski. Monsieur Forêt, nous vous remercions d'avoir accepté pour une deuxième année à participer au Forum des idées. Je vous laisse maintenant la parole, M. Audet. Par la suite, M. Forêt. Merci, Ronald, de ton aimable présentation. Et merci à notre conférencier, M. Rousset, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a déjà une dizaine d'années. Justement, on avait, à l'occasion, j'allais accompagner, et ça tombe bien parce que c'est tout à fait dans l'ordre de ce que vous avez mentionné. J'accompagnais à ce moment-là des PME québécoises dans le domaine de l'aéronautique, justement dans une mission à Toulouse et à Bordeaux. Et il s'est signé beaucoup d'accords entre ces PME
Et au fond, ça va rejoindre un peu un de mes propos, c'est le travail principal du gouvernement, c'est d'accompagner justement les entreprises pour bâtir ces mariages, pour que la technologie se développe et s'échange entre les PME justement. Et ils ont créé des entreprises communes d'ailleurs depuis ce temps-là. Alors, je voulais, évidemment, je réagir un peu au propos de M. Rousset, que j'ai trouvé sa présentation très intéressante de plusieurs points de vue. En même temps, évidemment, je vais peut-être ouvrir peut-être un pan de réflexion un petit peu sur un autre volet. Juste en introduction, Mme Ménard a soulevé avec raison le beau comté de la Porte. J'appuie largement votre avis, puisque j'y ai été député moi-même pendant 4 ans, donc, et j'ai beaucoup aimé travailler dans ce comté. Mais en même temps, je suis d'accord avec Philippe, évidemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une belle région. J'ai les 2 chapeaux, donc vous savez, ça permet de faire une belle entrée en matière, n'est-ce pas, d'être d'accord avec les 2. On a actuellement, on fait face, dans le sujet d'aujourd'hui, évidemment, est un domaine qui est tellement touffé, tellement vaste que, évidemment, il faut essayer de se concentrer sur certains enjeux, surtout à la lumière d'une discussion aussi brève. Ce qui m'a frappé en regardant la littérature, c'est jusqu'à quel point, finalement, on a affaire, quand on regarde, surtout on regarde le rôle de l'État versus, justement, l'innovation, où on a affaire à des points de vue parfois complètement opposés. Il y a des gens qui disent, écoute, l'État, puis je rejoins un peu les propos de M. Rousset, les États particulièrement sclérosés, je l'ai lu beaucoup, là, sont sclérosés et les grands États centraux ne sont pas ouverts aux innovations. Et donc, c'est vers les États décentralisés. Ça, j'ai lu ça beaucoup dans la littérature et je pense que ça rejoint beaucoup de vos propos. Ce qui m'a frappé, c'est que, évidemment, de tout temps, là, on vit une révolution, une 4e révolution, on peut l'appeler, avec, évidemment, l'économie numérique qui est en train de se propager partout. Mais ce n'est pas d'hier qu'il y a des résistances à ces changements-là. J'ai une anecdote que je disais à travers les choses que j'ai lues pour me préparer. Alfred Sauvy, qui est un économiste et un démographe important en France, un bonhomme que j'ai déjà rencontré, qui est un bonhomme extrêmement, qui était vif d'esprit, accompagnait dans les années, je pense, les années 40, il accompagnait son ministre, il travaillait à ce moment-là dans une administration, et puis sur un chantier. Et le ministre lui dit, puis il y avait évidemment un gros chantier qui était mécanisé, il lui dit, écoutez, c'est incroyable, ces grosses machines, il dit, vous savez, au lieu de ces grosses machines-là, on avait donné une pelle à chacun des travailleurs, on aurait créé énormément d'emplois. Et Sauvy d'ajouter, certainement, vous en auriez créé encore plus si vous leur avez donné chacun une cuillère. Alors, je pense que quand on parlait tantôt de la résistance au changement, c'est un bel exemple. Je pense que cette anecdote, je la trouve particulièrement bonne parce qu'effectivement, tu peux encore plus, moins tu te mécanises, évidemment, puis plus tu crées d'emplois avec le résultat que ta productivité en prend un rhume. Alors, donc, la notion d'innovation est liée étroitement à la croissance économique. De tout temps, c'est ça, c'est très important de le dire. Et donc, il ne faut pas craindre les innovations, c'est un des facteurs principaux, essentiels pour la croissance économique. Il y a d'ailleurs un changement important qui est en train de se produire, même dans la création d'emplois. Je lance une thèse que je réfléchis depuis quelques jours, donc je n'ai pas la preuve immédiate. Mais vous savez qu'on crée globalement moins d'emplois, effectivement, au Canada, même si on a une croissance économique un peu assez forte, quand même, relativement forte. Et je soupçonne qu'il y a un changement, parce que l'emploi que nous annonce l'Institut de la statistique ou le Bureau de la statistique ou le Statistique Canada, c'est une somme algébrique des emplois qui sont créés et puis des emplois qui sont perdus. Donc, c'est la somme algébrique de tout ça. Donc, s'ils s'en perdent, ils s'en créent, c'est la somme totale, c'est la somme algébrique qui vous est fournie. Or, il se trouve que et là, actuellement, je pense qu'il y a des enquêtes qui se font. Il y a un changement fondamental dans l'organisation des entreprises en raison, justement, de l'arrivée de l'économie numérique, à cause de tout ce que ça produit comme changement dans les natures de fonction des entreprises, qui fait qu'ils se perdent des emplois, mais ils s'en créent de nouveaux différents. Donc, on est en train de vivre, et c'est le cas un peu partout, je pense, dans le monde, une croissance économique qui crée moins d'emplois. Mais en fait, elle crée de l'emploi, mais elle change la nature
nature des emplois beaucoup. Et je pense qu'il y a là-dessus, à mon avis, un examen qui n'a pas été fait et qui, je pense, mériterait d'être... Je lance ça à... Je ne sais pas s'il est ici, là, à mon ami, le ministre du Développement économique actuellement, pour justement peut-être fouiller cette question-là, parce que je suis sûr que l'arrivée massive des nouvelles, des technologies de l'information change la nature des emplois dans beaucoup d'entreprises. On le voit régulièrement et on le voit dans la vie quotidienne, d'ailleurs. Moi, je suis maintenant travailleur autonome et au fond, il y a 10 ans, je m'aurais pris un appareillage incroyable, puis du support. Maintenant, tu fais ta recherche, tout se fait par, finalement, la technologie. Donc, les travailleurs autonomes sont plus autonomes, sont moins autonomes qu'avant parce qu'ils sont accompagnés par toute une technologie. Et je pense que ça a changé beaucoup l'efficacité de certains de ces emplois-là. Donc, je pense que c'est un élément que je voulais soulever parce qu'à mon avis, non seulement ça milite en faveur d'avoir de l'innovation, mais également, à mon avis, de bien comprendre le changement profond que ça crée actuellement dans la composition des emplois des entreprises, dans les nouveaux emplois qui sont créés, justement, grâce aux innovations. Dans un livre récent que d'ailleurs, j'avais l'impression que d'ailleurs, M. Roussel l'avait lu parce qu'il y a fait référence à plusieurs éléments, qui vient d'être publié par des économistes, McElraith et Woolridge, d'économistes, des revues d'économistes, qui s'appelle The Fourth Revolution, justement, la quatrième révolution. Il nous annonce là-dedans, ils disent 2-3 choses. Une chose très intéressante, justement, que c'est dans les États les plus centralisés, sont les plus sclérosés et moins ouverts à de nouvelles technologies. Ils font un inventaire, à peu près, un inventaire de beaucoup de pays du monde. Et une autre chose qu'ils mentionnent, qui est très important, c'est que la révolution numérique va faire au secteur des services ce que la machine a fait à l'industrie au cours des prochaines décennies. C'est-à-dire, vous savez qu'au siècle dernier, évidemment, la machine a transformé complètement le secteur, évidemment, de la production, le secteur industriel. Et actuellement, l'économie numérique, et c'est une application généralisée, va changer considérablement ça. Et donc, ça se fait déjà dans le secteur privé largement. Et le défi, à mon avis, du gouvernement, c'est que dans le secteur public, ça va frapper aussi, puis ça devrait toucher aussi le secteur public. Et là, le gouvernement a un rôle pour justement intégrer ce développement des technologies dans le service public. Et pour ça, il doit s'appuyer, puis il doit avoir des mesures pour appuyer les PME. Je rejoins encore les propos de M. Rousset. Je suis tout à fait d'accord tantôt. J'ai l'impression qu'on avait regardé les mêmes faits. Les PME sont la source de la création, de l'innovation, de la richesse. C'est très important. Je n'ai rien contre les grandes entreprises. Il faut qu'ils soient là pour les accompagner. Mais c'est très important d'avoir une stratégie d'appui et de support aux PME. Et de leur simplifier la vie. Je lisais récemment, d'ailleurs, en France, on vient de sortir, imaginez, un rapport sur simplifier la vie des entreprises. En décembre 2011, j'ai présidé un groupe dont le titre s'appelait « Simplifier la vie des entreprises », M. Rousset. Croyez-le ou non. On a même le même titre. Et c'était le but, c'était d'alléger justement le fardeau de l'administration pour les PME, en justement utilisant les technologies de l'information, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau du ministère des Transports, de l'Environnement, de tous les ministères du gouvernement. Il faut intégrer toutes ces technologies, évidemment, et les innovations qu'on a dans ces domaines-là des communications au fonctionnement du gouvernement. C'est là que le gouvernement a un rôle important à jouer. Il va avoir aussi, je n'ai pour 2 minutes encore, mais si vous me permettez, le gouvernement a aussi un rôle à jouer, je pense, de façon, dans certains secteurs où il faut vraiment appuyer les efforts. On a parlé tantôt de l'Institut national d'optique et je vois ici Jean-Guy Paquette et M. Roy de l'Institut national d'optique. Je pense qu'ils vont avoir à intervenir demain ou après-demain. J'ai eu le bonheur de travailler à l'Entente Canada-Québec qui a financé justement la première tranche de l'Institut national d'optique. Et au départ, évidemment, on était en compétition avec d'autres provinces.
Et c'est le Québec qui a été choisi, malgré les pressions très fortes de l'Alberta notamment, et puis des provinces de l'Ouest à l'époque. Et c'est ce qui, à mon avis, M. Roussel m'a dit tantôt, c'est un vecteur important d'innovation dans le domaine de l'optique et du laser. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel les gouvernements ont contribué à faire. Mais le gouvernement ne s'est pas lui-même, n'a pas fait le fait lui-même. Il a bâti une organisation qui, elle-même, s'est chargée de se trouver des alliés dans le secteur privé. Je pense que c'est ça que le but, c'est de se trouver un support dans le secteur privé pour y arriver. Un dernier point que je voudrais simplement noter sur la nature des aides. Personnellement, évidemment, moi, j'ai beaucoup de problèmes à ce que l'État choisisse lui-même les gagnants et les perdants, parce qu'on se trompe toujours. L'État n'est pas équipé pour ça. Je pense que Philippe a fait allusion tantôt. Il faut vraiment être facilitateur. Donc, je crois beaucoup aux mesures dites transversales, c'est-à-dire qui sont ouvertes et qui aident les innovateurs, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, pour justement avoir des percées et devenir innovants dans leur domaine. Et là où et ça sera une question que je poserai tout à l'heure à M. Rousset, la France a privilégié actuellement 34 plans sectoriels ou industriels pour justement les orienter dans leur développement. Et j'aimerais avoir son avis là-dessus parce que je sais que c'est un peu à l'encontre est-ce que ça exclut pas les autres probablement, mais qu'est-ce qui arrive aux autres secteurs qui sont pas, aux autres qui ne sont pas dans ces plans-là? Parce que pour moi, l'innovation, je pense qu'on l'a évoqué tantôt, ça peut toucher aussi bien l'agriculture que les pêcheries, que les mines. Il n'y a pas de secteur qui échappe à cette révolution, particulièrement de la révolution de l'économie numérique. Alors, je me demandais comment vous percevez, M. Rousset, le choix des 34 plans industriels faits par la France, donc qui choisissent des secteurs. Je ne parle pas de clusters, comme vous l'avez mentionné, ou de grappes industrielles, comme on l'a fait au Québec, qui mettent ensemble des relations des entreprises, des PME, des plus grandes dans un même secteur. Mais quand on choisit des plans, c'est parce qu'on a évidemment une stratégie d'appuyer principalement ces entreprises-là. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'apprécierais, en conclusion, que vous puissiez nous expliquer un peu quelle est votre perception de cette stratégie, justement, que c'est le ministre Montebourg, je pense, qui avait mis ça de l'avant. Alors, est-ce que... Je ne veux pas dire que c'est pour ça qu'il est parti, loin de là, mais je voulais savoir un peu votre avis, votre évaluation de cette stratégie, parce que ça avait été évoqué à l'époque, évidemment, pourquoi on ne fait pas la même chose au Québec. Donc, je pense que c'est très important pour, au fond, notre gouvernement interne d'avoir cette information-là. Merci. On s'est entendu avec M. Rousset qu'il répondrait à ces questions après l'intervention de M. Forêt. Compte tenu de la dernière question, je ne réponds pas, mais je voulais juste être sûr que la presse n'est pas trop présente, parce que je ne voudrais pas être accusé d'être un frondeur. Vous savez, au sein de la majorité, là, aujourd'hui, je ne suis pas frondeur. Bon, enfin, je peux avoir une position qui est... franche. Merci, M. Poupon. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Écoutez, avec la présentation, je ne sais pas si je vais vous parler d'innovation dans le domaine du hockey. Puis on pourra en parler parce qu'effectivement, il n'y a pas de domaine où on ne peut pas innover. Et je pense qu'un des éléments qu'il faut retenir de cette fin de semaine, c'est que oui, et on a été interpellé par notre premier ministre sur quel est le rôle du gouvernement. Moi, je dirais quel est le rôle des gouvernements. Je vais peut-être parler un peu de ça. Pour accompagner l'innovation. Mais l'innovation, et on le voit dans énormément de domaines, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment de remettre des choses en question, c'est vraiment de remettre des façons de faire, c'est vraiment de remettre des produits de consommation, c'est vraiment... Parce qu'il ne faut pas penser que si on ne réinvente pas la roue, on ne fait pas de l'innovation. Je pense que c'est un des dangers qui nous guette. Et un des grands innovateurs du Québec, Louis Garneau, qui a monté une entreprise importante lors d'une conférence, indiqué que c'est vraiment un état d'esprit de voir comment on peut améliorer un produit, comment on peut améliorer un produit de consommation, mais comment on peut aussi améliorer un environnement qui peut être plus favorable à livrer ce qu'on a à livrer, que ce soit un service public ou autre. Actuellement, le rôle du ou des gouvernements, je pense qu'il y a un contexte qui a énormément changé. Pour les vieux comme moi, souvenez-vous que dans les années 60, la dynamique du développement, on était dans le cadre d'économies beaucoup plus fermées, on avait des mesures protectionnistes. Il y avait une dynamique de développement qui était beaucoup plus portée par autant le palier de gouvernement fédéral que provincial. Aujourd'hui, on est dans une économie mondiale. Les frontières n'existent plus. On a 3 grands défis
qui attendent l'ensemble des communautés, que ce soit le défi de la démographie au niveau de la livraison de services, mais aussi la démographie pour assurer dans nos organisations, dans nos entreprises, assurer une relève, attirer chez nous de nouvelles familles qui vont permettre de pérenniser autant l'expertise, mais aussi la livraison de biens ou des services qu'on a à faire comme organisation. Tout le défi du développement durable. On le dit, l'environnement, c'est un défi qui est collectif, sur lequel on doit agir sur une base locale, mais qui est un défi sur lequel on ne peut plus aujourd'hui fermer les yeux. Et on le voit, les grands enjeux de la société sont effectivement, il y a constamment cette préoccupation du développement durable. Le défi du numérique est un élément qui a été très apporté à propos. C'est un défi qui nous amène à une révolution économique. Aujourd'hui, je connais moi des gens en Gaspésie, à New Richmond, sur le Cap-Noir, qui fait de la traduction à la grandeur de la planète. Et il n'a jamais vu ses clients de sa vie, mais il est à New Richmond, puis il traduit des textes spécialisés dans son milieu, dans son environnement, chose qu'on n'aurait jamais imaginée il y a à peine 10-15 ans. Moi, je me souviens, au milieu des années 80, j'étais dans un autre secteur, le fax est arrivé, c'était une révolution. Fait qu'on est quand même cheminé passablement depuis cette époque-là. Mais le numérique aussi est tout un défi social et un défi politique. Le numérique nous amène à faire de la politique autrement aujourd'hui, à communiquer avec nos gens d'une façon. Et d'ailleurs, quand l'écran qui est à côté de moi est la preuve, mais on a une approche, ça change nos façons de faire, ça change notre contact avec les citoyens et citoyennes, et ça devient, quand on pense à la ville intelligente, ça devient toute une révolution au niveau de nos façons de faire. On a toujours été avec le phénomène de dire qu'aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont un peu l'atelier, l'atelier de la planète. Sur un horizon de 2025, les prévisions nous disent que l'Inde et la Chine vont investir 20 de tout budget, de tous les budgets mondiaux au niveau de la recherche et du développement. Donc, je pense que le signal à donner d'avoir une réflexion importante au niveau de l'innovation, recherche et développement, je pense qu'il ne faut pas attendre 2024. Et c'est toute la pertinence, M. Garneau, de la rencontre de cette fin de semaine. Je pense qu'il faut y réfléchir sérieusement. Rapidement, pour laisser place aux questions, je pense que le rôle des gouvernements, j'appellerais ça les 3 P. Premièrement, il faut porter une vision. Il faut porter une vision, et je donnerai à titre d'exemple la stratégie maritime. À Rimouski, en 1982, dans le cadre d'un sommet, on s'est donné, nous, comme créneau d'excellence, les biotechnologies marines. Ça fait 32 ans de ça. Et on a la responsabilité, comme élu, de porter cette vision-là, de faire comprendre à nos citoyens et citoyennes que c'est un secteur qui est pour nous porteur d'avenir. On a réussi à développer, comme Ronald le disait tantôt, on a une forte concentration de chercheurs dans ce domaine-là, plus de 500 chercheurs scientifiques dans le domaine des sciences de la mer. Et le défi qu'on a, c'est d'accompagner ces gens-là, d'accompagner ces chercheurs-là, des accompagner souvent aussi au plan politique pour être capable d'avoir une action concertée, d'avoir une stratégie où on n'éparpille pas les ressources, parce que quand on parle d'être de classe mondiale, il faut avoir une certaine masse critique. Et c'est important. Puis là-dessus, le gouvernement du Québec doit également avoir cette réflexion-là. Donc, de porter une vision, de l'assumer pleinement, de poser des gestes concertés qui vont vers cette stratégie-là. Et je vous donne juste un exemple pour illustrer les propos, parce qu'on a mis en place un observatoire global du Saint-Laurent, toute la question du Saint-Laurent qui demande une expertise. Pensons aux hydrocarbures, pensons à tout dans le cadre de la stratégie maritime. Et à un moment donné, tous les ministères se concertaient, mais il y a un ministère qui a décidé qu'il voulait avoir son petit portail à lui. Et là, ça a totalement fragilisé l'ensemble. Et là, il y avait l'ensemble des ministères, autant fédéral que provincial. Donc, il faut poser des gestes en fonction de la stratégie qu'on veut développer. Et je pense qu'on n'a pas le moyen de gaspiller nos énergies si ça ne va pas dans une direction qu'on a décidée. L'autre élément, c'est de partager des responsabilités comme gouvernement pour être le plus efficace possible et accompagner l'innovation de la façon la plus porteuse d'avenir. Et ce que j'ai bien aimé de vos propos, M. Rousset, c'est quand vous avez indiqué que le pire obstacle à l'innovation était la centralisation.
Je pense que quand on parle d'innovation, on a publié, nous, en 2012, à l'Union des municipalités du Québec, le livre blanc sur l'avenir des municipalités au Québec. C'est une forme d'innovation, c'est une forme de réflexion qui propose au gouvernement de partager. Je pense que le premier ministre l'a bien saisi également, parce que dans le mandat qu'il a confié à son ministre des Affaires municipales, ça portait cette volonté-là de bien, sur la base du principe de la subsidiarité, de bien déléguer au niveau de gouvernance le plus apte à rendre le service, à mieux accompagner l'innovation d'une façon la plus efficace. Effectivement, la décentralisation, ça libère la créativité, ça libère l'innovation, ça libère des initiatives dans chacun des milieux, et on ne pourra pas localiser l'innovation à un endroit ou à un autre. Elle va émerger, elle va prendre racine et on regarde les sièges sociaux des à peu près les plus grandes entreprises de la planète sont souvent dans des milieux qui ne sont pas les milieux les plus urbanisés. Quelques mots terminants pour vous dire, l'accompagnement peut prendre, moi je vous donne à titre d'exemple, chez nous, effectivement, on a une forte masse critique au niveau des sciences de la mer. J'ai souvent accompagné des gens de chez nous dans des échanges, soit en Chine, en France, mais je vais vous donner l'exemple de l'Argentine. On est allé il y a 5-6 ans à Comodoro Rivadavia avec des scientifiques. On avait un lien scientifique très fort avec les gens de l'Argentine. Et au fil des ans, se sont développés, oui, des échanges au plan scientifique, mais aussi des échanges au plan économique. On a le Coriolis qui arrive de la baie de Comodoro, parce qu'eux font de l'exploitation d'hydrocarbures offshore, et ils voulaient avoir l'information nécessaire pour être capable de prendre des décisions. Et c'est une technologie québécoise, rimousquoise, qui a été passée 2 mois dans la baie de Comodoro pour être capable de développer une connaissance, un know-how au niveau de l'expertise quant aux impacts de l'exploitation d'hydrocarbures. Donc, je pense qu'il faut avoir une stratégie concertée, il ne faut pas tomber dans le piège d'éparpiller nos investissements, mais concentrer nos stratégies. Et on a, comme gouvernement, la responsabilité de créer les environnements les plus propices, mais aussi la responsabilité de porter cette vision-là, de partager avec l'ensemble des citoyens et citoyennes la vision où on veut s'en aller au niveau de l'innovation. En terminant, l'innovation, je pense qu'on est tous un peu porteurs d'avoir un comportement innovant. C'est un état d'esprit, c'est une volonté de vouloir faire les choses, d'améliorer nos façons de faire, d'améliorer nos pratiques, d'améliorer nos services et nos produits. Merci, M. Forêt. Je vais inviter M. Rousset à réagir à nos 2 panélistes. Et par la suite, je vais inviter la salle, si elle veut poser des questions, de s'approcher des micros, de donner leur nom, et comme pour les fins d'archives. Et j'invite aussi ceux qui nous écoutent sur Internet, s'ils veulent poser des questions, je pense qu'on peut les recevoir et on les transmettra à M. Rousset. M. Rousset. Oui, je ne vais pas... D'abord, j'en ai pas la prétention à intervenir sur tout ce qui a été dit. Sur le fait que des métiers disparaissent et d'autres métiers se créent. Schumpeter l'avait évoqué il y a pas mal de temps dans sa théorie de la destruction créatrice. Donc, la question est de savoir, est-ce que tout ça s'accélère ou est-ce qu'on reste dans... Bon, alors, il y a des historiens économistes qui ont travaillé là-dessus. Jean-Noël Jeannet a notamment écrit sur ce thème-là. Il hésite à dire qu'il y a effectivement une accélération de l'histoire, y compris dans le domaine économique. Moi, lorsque j'étais à l'université ou à Sciences Po, on disait à l'époque, en sciences économiques, qu'il fallait 12 ans pour qu'une innovation aille sur le marché. J'ai entendu dire là, récemment par des spécialistes que c'était maintenant 8 ans. Bon. En tout cas, quand je regarde aujourd'hui ce qui peut sortir d'une paillasse ou d'une éprouvette d'un chercheur qui met au point une nouvelle molécule médicale,
c'est que le temps de la mettre sur le marché, le temps qu'elle devienne une innovation dans le domaine médical, c'est bien 10 ans. C'est bien 10 ans. Par contre, il y a une question qu'on n'a pas posée ni les uns ni les autres, que moi je n'ai pas évoquée, qu'on n'a pas évoquée ici à cette tribune. Je donne cet exemple et Claude Évin, qui est dans la salle, c'est une réflexion que j'ai. J'ai pas la réponse. Aujourd'hui, si je prends le cas d'une des grandes maladies qui sont des maladies chronologiques maintenant, hein, le diabète. Moi, j'ai mis en place, à côté du groupe sur le cancer, j'ai mis en place une équipe pluridisciplinaire sur le pancréas artificiel et sur... Je me suis posé la question, j'ai pas de réponse. Hein. Le traitement du diabète aujourd'hui dans le monde, c'est un coût public énorme quand il est mal soigné, mais c'est un chiffre d'affaires de milliards de dollars ou de milliards d'euros, avec tout le matériel qui va avec. Est-ce que les entreprises des grands groupes qui sont là-dedans, les 3 ou 4 grands groupes au monde, ont vraiment intérêt à ce qu'on guérisse le diabète? Ouf. Ben oui, mais c'est... Je sais pas. Mais je me pose la question. Je crois que oui. Parce que si le groupe qui va trouver le pancréas artificiel, il va faire un tel bond en avant que les choses vont être... Puis pour m'y intéresser, c'est quand même quelque chose de passionnant et de relativement complexe. Mais regardez ce que nous avons aujourd'hui. Il y a un autre débat que les économistes ont suscité. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence organisée. Certains produits sont mis sur le marché dont on sait qu'ils ont une durée de vie relativement courte pour pouvoir en revendre d'autres et les changer. Ce qui est contradictoire avec le développement durable et une politique plus écologique. Je dis un mot quand même sur les plans industriels au risque, mais la presse est partie, donc... Voilà. Je suis l'auteur, là je peux dire d'un seul des 34 plans, qui s'appelle l'usine du futur. On a un retard d'investissement dans nos entreprises françaises, et on a fait l'expérience en Aquitaine avec un groupe industriel Safran, groupe Turboméca, qui est implanté aussi à Montréal, je crois, et qui vend des moteurs d'hélicoptères, de reconstruire l'usine from scratch. Repenser complètement le process de production. Donc ça, et les régions françaises vont porter ce dossier, on va avec des PME repenser le process de production, le robotiser, le numériser, améliorer les conditions de travail. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on voit monter quand même de partout une inquiétude sur la souffrance au travail, qui pose des problèmes de productivité d'ailleurs. Le résultat qu'on a eu en Aquitaine sur la fabrication des moteurs d'hélicoptères, c'est qu'on a divisé par 2 les cycles de production. Donc là, la compétitivité de Safran pour vendre ses moteurs d'hélicoptères, finger in the nose. Les 33 autres plans, d'abord, je les ai pas tous en mémoire. J'essaye de me défiler comme je peux. Je les ai pas tous en mémoire, mais je suis pas colbertiste, pour être clair. Je suis pas colbertiste. Qu'il y ait par contre, mais parce que ça doit se faire et se défaire. S'il s'agit de clusters qui se créent sur le territoire pour avancer sur la technologie optique, sur la technologie photovoltaïque, on est tous d'accord. Mais en l'occurrence, le reproche qu'on peut faire au plan industriel, c'est que ces grands groupes sont animés, ces plans industriels sont animés par des grands groupes. Or, ce sont les PME qui créent l'emploi, ou les start-up, ou les entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est le reproche que je ferais. Le choix des secteurs,
Bon, bien entendu qu'un gouvernement, et le gouvernement du Québec est totalement légitime à le faire, se disent, moi je veux que sur les matériaux composites par rapport à l'aéronautique, je veux que sur le stockage de l'énergie, peut-être avec, en coopérant encore plus avec nous, je fais des choix. Il y a notamment une technologie aujourd'hui qui est essentielle, je prends les scientifiques qui sont ici à témoin, et là-dessus il faut faire très attention parce qu'un pays peut récupérer toute la technologie et faire une vraie révolution, c'est ce qu'on appelle l'imagerie 3D, les technologies additives. C'est-à-dire aujourd'hui, on va être capable de reconstruire un organe à partir d'un système d'imagerie 3D. On a déjà quelques petites entreprises qui y travaillent, mais on va être aussi capable de faire des pièces d'avion, de voitures ou de n'importe quoi en apportant de la matière plutôt qu'en enlevant de la matière. Donc c'est une vraie révolution de rupture. Si demain, il n'y a qu'un pays au monde qui a cette technologie, qui coûte 6 fois moins cher en 6 fois moins de temps, avec 6 fois moins de matière, je peux vous dire qu'il va y avoir des délocalisations d'activités et qu'il risque d'y avoir une quantité de chômage impressionnante si on n'a pas anticipé. C'est-à-dire si Bombardier, si Dassault, si Safran, si toutes ces entreprises n'ont pas anticipé cette innovation. Voilà, donc il faut qu'on regarde ça, mais encore une fois, on est dans un modèle français qui est un modèle grand groupe sous-traitant, qui n'est pas un modèle qui, à mon avis, est le plus productif en matière d'emploi et d'innovation. Alors, j'invite l'assistance, s'ils ont des questions à poser, ou donner un commentaire à ma droite. Bonjour, Jérôme Turcotte. Premièrement, je vous remercie beaucoup, M. Roussel, de nous avoir exposé le succès de l'Aquitaine, tant au niveau de l'investissement en innovation que de l'investissement en recherche. Ma question est la suivante. Lorsqu'on investit en innovation comme en recherche, on ne connaît pas le résultat. Hein, justement, on cherche. Vous avez parlé justement d'investir dans des clusters, d'investir dans des domaines, par exemple, comme le vin bordelais. Mais comment on fait lorsqu'on est un gouvernement? Quels sont les ingrédients et les processus à mettre en œuvre pour s'assurer que notre investissement choisisse les clusters, les groupes, les compagnies gagnantes, les chercheurs gagnants? Et à cet égard, est-ce que c'est pas mieux simplement d'avoir une approche, comme le disait M. Audet, très transversale avec un crédit d'impôt à la R&D accessible à tous? Ou est-ce que le gouvernement a vraiment justement un rôle d'orienter l'investissement? Et donc, dans le fond, si on oriente, quels sont les ingrédients qui permettent de trouver les meilleurs investissements, les meilleures orientations pour une économie, pour un gouvernement? En Europe, vous avez deux modèles. Le modèle qui arrose tout le monde, horizontal, crédit impôt recherche en France. Les Italiens, les Espagnols et les Portugais font de même. Le constat, c'est que c'est le modèle des pays d'Europe du Nord, l'Allemagne, la Norvège, qui est un modèle ciblé sur les entreprises soumises à la concurrence internationale, qui réussit. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les statistiques qui existent dans le différentiel de ces pays. Un modèle aveugle. D'abord, le fameux CICE qui a été mis en place et que je partage est critiqué parce qu'on aide autant les banques, les cliniques privées, que les entreprises soumises à la compétition internationale. Moi, personnellement, comme les Länder allemands, je préfère... Alors, il faut que l'entreprise soit candidate, qu'elle ait un projet de développement, mais je vous donnais les résultats tout à l'heure de l'aide, le calcul, si je le retrouve, entre 82 et 99, sur la croissance des effectifs R&D en Aquitaine, elle était inférieure à la moyenne nationale. Entre 1999 et 2008, date où on a mis en place une politique extrêmement forte en matière de R&D, l'évolution en Aquitaine est de 1,2% par an, l'évolution en France est de 0,1%.
Et c'est une analyse... j'ai voulu la faire évaluer par quelqu'un de neutre de l'extérieur. Moi, je suis... Vous savez, les États-Unis, ils ne se trompent pas. Les États-Unis, via le Pentagone, ils aident un certain nombre d'entreprises et pas n'importe lesquelles. Hein. Donc, je n'ai pas envie d'être naïf. À ma gauche. Mon nom est Peter White, je viens de Knowlton, dans les cantons de l'Est. On vient de publier une étude, je pense que c'est de Gallup, un genre de sondage. On a posé la question aux universités, aux collèges, que pensez-vous des compétences des gens que vous lancez sur les marchés de travail? Alors, il arrive que 85% des enseignants pensaient qu'ils lançaient sur le marché du travail des gens bien formés et bien prêts pour les défis modernes. On pose la même question aux employeurs. La réponse est que les employeurs trouvent que seulement 15% des employés qui se lancent sur le marché du travail sont bien formés pour les défis modernes. Alors, deux questions. D'abord, comment expliquer un tel décalage? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut en faire pour faire face à ce problème-là? C'est très polyvalent, votre débat, Monsieur le Premier ministre. Bon, on l'a déjà entendu. Alors, avec une telle distance dans les deux strates, ça s'explique. Ça s'explique que l'employeur trouve que la formation ne soit pas totalement adéquate. Et il y a un peu de formation à faire dans l'entreprise. De toute manière, ça a toujours existé. Et en plus, moi, je plaide pour l'alternance. C'est-à-dire, je plaide pour qu'il y ait cette notion d'apprentissage. Il n'y a pas assez d'entreprises. L'Allemagne est très en pointe par rapport à nous. Quand je dis nous, c'est nous tous. Hein, où vous avez 3 mois d'école. Et je pense que ça forme des personnes qui sont mieux adaptées au travail et qui s'insèrent mieux dans la vie active par la suite. Donc voilà. Monsieur Audet, peut-être, pourrait réagir. Peut-être très brièvement, je pense que c'est ce que vous soulevez, M. White, c'est vraiment une question fondamentale. Maintenant, est-ce que la formation doit se faire entièrement? Moi, je pense que c'est ça le vrai débat. La formation, je pense qu'elle est à l'école, elle est bonne. La question, c'est comment on fait la meilleure jonction avec la formation en entreprise, justement. Pour ça, je pense que c'est un défi que, évidemment, je ne sais pas, il y a des gens à l'Université de Sherbrooke ici, là, Sherbrooke utilise beaucoup, évidemment, cette méthode-là, avec succès. Justement, des liens étroits qui sont faits avec l'entreprise. J'ai déjà, moi, à une vie antérieure, j'étais à la Chambre de commerce du Québec, souhaité que d'autres écoles et universités s'en inspirent davantage. Je pense que c'est, à mon avis, la clé est beaucoup là, bâtir un meilleur pont entre l'entreprise et les universités et les collèges. Micro de droite. Oui, Christian Ouellette, citoyen de la Montérégie-Ouest, mais ex-Rimouskois, alors, monsieur le maire. C'est toujours mon maire. Alors, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, pour faire le lien avec ce que M. Rousset vous avez dit à l'égard de l'innovation, je dirais, totalement éclaté. L'exemple de la voiture électrique Tesla est un bel exemple de, justement, ce que la création de cette voiture-là ne s'est pas fait dans un contexte du monde automobile. C'est fait carrément par des gens qui ne connaissaient strictement rien au domaine automobile, dans lequel on a mis un tas de gens très compétents dans plein d'autres domaines ensemble et faire une révolution. Et ça, il y avait personne, ou à peu près personne, qui travaillait dans le secteur automobile et aujourd'hui, on fait la voiture électrique la plus performante sur le marché. Alors ça, c'est pour le commentaire, c'est peut-être pour un bénéfice des personnes ici dans la salle. La question, vous avez une des questions qu'on parle souvent dans le financement de la recherche et tout. Une des choses que je pense que dans le rôle de l'État, on doit évoluer, c'est que l'ère du numérique aplatit les structures. Et en aplatissant les structures, ça fait en sorte que quand on arrive pour financer des projets, bien, le secteur bancaire, le secteur financier est très frileux parce qu'on ne finance pas des actifs, on finance quelque chose qui est intangible. Un brevet, une connaissance, une compétence, c'est difficile à financer, contrairement à une machine de production puis un bâtiment. C'est pour ça que l'ère numérique est intéressante parce qu'elle amène, si vous avez déjà entendu parler, du financement participatif, mieux connu sous le nom de crowdfunding.
le problème est un peu l'encadrement légal. Là, c'est là où je fais le pont avec le rôle de l'État. C'est comment l'État peut venir encadrer cette pratique-là de façon adéquate, tant pour protéger les investisseurs qui soutient évidemment la participation. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a peu ou pas d'argent à mettre dans ça et ça permet aux citoyens de s'impliquer et de s'investir dans des projets qui peuvent fonctionner. Puis si ça marche, bien évidemment, c'est rentable. C'est une façon plus simple et plus rapide que de faire une levée d'action avec un prospectus, avec les processus, disons, du 19e siècle pour se constituer en capital action. Peut-être, M. Audet, peut-être, je suis convaincu que vous avez votre expertise de financier à ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous posez la question du financement de ce qu'on appelle l'immatériel, en fait. Hein? On sait le faire au niveau de nos États ou de nos provinces. On le fait d'ailleurs. Moi, j'ai concentré, quand j'appelle aide à la R&D, quand je finance des thèses de doctorat, c'est de l'immatériel. Quand on permet à une entreprise de recruter un cadre pour la R&D, c'est de l'immatériel. Alors après, c'est vrai que maintenant, vont se constituer, à travers le numérique, des clouds, des choses encore plus immatérielles. Mais en même temps, ce sont ces entreprises du numérique, à travers les logiciels libres, etc., qui ont fait les plus grosses levées de fonds ces dernières années et les plus forts résultats. Regardez la dernière acquisition de Google, je ne me rappelle plus son nom, là, sur une entreprise née en France, 750 millions de dollars. L'entreprise a gagné cette valeur en l'espace de peu de temps. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait d'impossibilité pour financer l'immatériel, ni par les dispositifs, et le crowdfunding est intéressant, public, privé, ou l'épargne. Aujourd'hui, tous les États sont soumis à des contraintes financières et budgétaires considérables. Donc il faut qu'on mobilise plus l'épargne pour nos activités économiques, qu'elles soient immatérielles ou matérielles. Mais c'est vrai que j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu d'une manière totalement carrée à votre question. Monsieur Audet. Un tout petit mot pour, effectivement, ce que vous soulevez, c'est un problème assez fondamental. C'est aussi le problème, souvent, du love money. Quelqu'un qui veut démarrer puis qui n'est pas encore tout à fait à point, comment il va aller chercher, finalement, le support additionnel qu'il le requiert. Moi, je pense qu'il y a des aides maintenant publiques qui sont données quand même là-dessus. Il faut reconnaître que notamment, plusieurs institutions publiques font du support là-dessus pour cette partie-là. Mais il reste toujours une zone, évidemment, de risque important. Et moi, je pense que c'est là où les plus habiles des financiers privés se mettraient justement quand ils ont cette opportunité-là, puis sont capables de prendre des risques. Je suis convaincu que je voyais que Internet, par exemple, a été financé à partir du moment où on s'est rendu compte que ça pouvait rejoindre des usagers et puis qu'on a trouvé une façon de financer ça par de la pub et autrement. Donc, il faut trouver moi, je fais confiance là-dessus beaucoup à l'initiative privée pour trouver ce support-là. Mais c'est clair que les institutions financières traditionnelles sont frileux dans ce genre de risque. Vous avez parfaitement raison. Investissement Québec le fait, je pense, en bonne partie, et certaines autres institutions publiques. Mais c'est toujours un risque, effectivement. Et l'innovation, particulièrement dans l'économie numérique, va soulever beaucoup cette question-là qui devrait être, justement, peut-être, sujet à une réflexion pour savoir comment faire face à ça. C'est une belle question. Monsieur Forêt. En fait, il y a quand même une réalité. Quand on parlait du numérique tantôt, il y a une multitude d'innovations qui sont sur le web et où on incite des gens déjà à acheter le produit. Et moi, je regarde la génération de mon fils, là, où il achète des nouveaux produits qui sont en développement. Et il y a une nouvelle réalité de petites innovations qui transigent un peu là, sur les voies, je dirais, parallèles. Et ça, c'est une réalité qui, effectivement, on devra tenir en compte parce qu'il y a beaucoup d'idées innovantes
qui cherche du financement, style Love Money, là, mais qui vend déjà son produit en pré-vente dans la production ou une précommande. Et ça, c'est toute une réalité qu'on ne saisit pas encore l'ampleur. Je vais oser vous demander d'avoir des questions courtes et d'accepter que les questions des personnes qui restent derrière les micros. Ça va? Ça me va. Monsieur Rousset, Pierre Lapointe, président de FP Innovation, l'ensemble des laboratoires de recherche industrielle en foresterie au Canada. Il y a 4 ans, dans votre bureau, nous avons discuté de la problématique de l'Aquitaine en matière de chimie verte, relation avec Tembec et compagnie, et aussi de la sylviculture. Est-ce qu'il est possible de savoir, parce que c'est important pour le Québec, la chimie verte à partir de la biomasse forestière, comment l'évolution de cette filière-là a eu lieu en Aquitaine et s'il y a une possibilité de partenariat Aquitaine-Québec? Alors, très rapidement, oui, on a renforcé les laboratoires qui existent dans ce domaine-là. Et le hasard fait que j'ai, avant l'été, eu une réunion avec le groupe Michelin qui cherche 200 000 tonnes de butadiène. Parce que le butadiène laissé par les pétroliers, il a des problèmes d'approvisionnement pour fabriquer ces mises en place avec les laboratoires de l'Université de Bordeaux, mais vous les connaissez, vous connaissez vos collègues mieux que moi. Et le deuxième point, c'est que j'ai lancé une opération sur ce qu'on appelle Green Carbon Valley, c'est-à-dire essayer de biosourcer aussi les matériaux composites. Donc il y a des équipes de recherche qui sont là-dessus. Et j'avais un message ce matin du groupe Toré qui envoie un ingénieur-chercheur sur ces travaux-là. Donc pour nous, les bras sont ouverts auprès des équipes sans aucun problème. Moi, j'ai beaucoup apprécié la visite que j'ai eue de Tembec ici. Hein. Et Michelin ici. Oui, je sais bien. Ben voilà. Voilà. Merci. Micro de droite. Oui, mon nom est Jean-Guy Paquette. J'étais président-directeur général de l'INO à l'Institut d'optique en 2003 et j'ai signé avec M. Rousset une entente de collaboration. Et je voudrais le remercier des commentaires positifs et élogieux qu'il a fait à l'égard de notre projet de collaboration, la PALA et l'Institut national d'optique. Mon commentaire porte sur la difficulté de faire accepter l'innovation. Je suis un ancien de super-héros. J'ai fait ma thèse sur le pilotage automatique des fusées, évidemment tous les systèmes automatiques qui ont donné aujourd'hui naissance à une technologie qu'on connaît très bien, c'est ce qui s'appelle la robotique. Et je me rappelle les années 60, lorsqu'on me parlait de robotique, on avait une opposition généralisée qui disait que la robotique allait faire perdre des emplois, elle a éliminé les emplois. Alors imaginez aujourd'hui où on serait si on n'avait pas misé sur la robotique pour augmenter la productivité des entreprises. Alors, un exemple de la difficulté de faire accepter l'innovation socialement lorsque on la met en évidence. Alors, merci aussi à M. Audette qui nous a supportés. Moi, je parle de ce que je vois dans mon pays. Je ne peux pas juger d'autres pays. J'ai écrit avec un professeur d'économie un article dans les Échos ou dans Le Monde, je ne sais plus, dont le titre était « On ne peut pas réformer un pays centralisé ». Pas pour des raisons de gauche et de droite, de conservateurs, de progressistes, etc. Mais plus vous éloignez le pouvoir du citoyen, le lieu où se passent les choses, que ce soit une entreprise, une mairie, moins le citoyen comprend. Moins le citoyen comprend. Donc plus il lui est difficile de rentrer dans un processus d'anticipation. Par contre, il faut que les pouvoirs publics mettent en place, surtout dans le cadre de l'économie, des dispositifs de retournement ou des dispositifs de redéveloppement. Pendant toute une partie de ma vie professionnelle, je me suis occupé de la reconversion du bassin de Lac. Chacun, vous connaissez cette découverte du gaz dans le sud de l'Aquitaine
Et pendant une dizaine d'années, je me suis occupé de la reconversion, pas tout seul, avec d'autres ingénieurs, avec d'autres... Bon, aujourd'hui, le bassin de Lac a autant d'emplois qu'il en avait hier. C'est pas les mêmes. Voilà. Donc il faut qu'on ait à l'égard des territoires, et le Québec et la France peuvent parler pareil, à l'égard des entreprises, et un système d'anticipation, et un système de retournement. Je vous parlais de ce qu'on va faire sur le Bergeracois, sur Bergerac. On va créer un fonds de retournement territorial avec des ingénieurs qui vont se mobiliser, des moyens financiers pour développer le tourisme, accueillir d'autres entreprises. On a visité toutes les PME, pas toutes les PME, 2/3 des PME du secteur. On a déjà 25 millions d'euros d'investissement à financer, pas que les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics peuvent, quand il y avoir un effet de levier, ensuite les acteurs financiers. Donc voilà. Micro de gauche. Bonjour, Dominique Lambert. Moi, j'ai une question. Monsieur Forêt mentionnait que l'innovation peut s'appliquer dans tous les secteurs. Comment se fait-il alors que si on regarde dans le secteur du traitement des déchets, il y a des technologies innovantes qui sont appliquées ailleurs dans le monde, qui répondent à nos impératifs de développement durable et qui ne sont pas capables de s'installer, d'être appliquées ici au Québec? Je pense entre autres à la gazéification des déchets qui existe, je pense en France, qui existe au Japon, qui est un traitement absolument révolutionnaire de la façon dont on traite les déchets et que ça n'existe pas ici. Pourtant, il y a eu des projets très concrets qui n'arrivent pas à s'implanter. Est-ce que les gouvernements locaux ne sont pas effectivement craintifs de voir un taux de chômage élevé dans des régions où on mettrait fin finalement à une industrie telle qu'elle existe actuellement? Je ne pense pas que les gouvernements locaux soient craintifs. Il y a différentes technologies. Il est clair que c'est une question fort pertinente parce que lorsqu'on s'est donné le défi, d'ailleurs, la première loi cadre du gouvernement du Québec s'est donnée, c'est la loi sur le développement durable. Quand on s'est donné le défi, entre autres, de retirer 60 des matières qu'on enfouissait, il est clair que le traitement des matières organiques est vraiment un immense défi. Maintenant, il y a des projets actuellement qui prennent, entre autres, au niveau de la gazéification. Il y a un projet à Rivière-du-Loup. Je vous donne l'exemple de Rimouski. Nous, on a fait l'analyse. La nature même de nos déchets n'était pas en termes de déchets organiques, n'était pas productif au niveau du gaz. C'était beaucoup plus de déchets verts. Donc, nous, on est allé plutôt en formule de compostage. Ça dépend des réalités, ça dépend des natures et c'est des décisions d'investissement fort importantes. Et il est clair que en termes on a eu beaucoup, je vous dirais, dans le début des années 2000, là, on a eu beaucoup de colporteurs qui venaient interpeller les élus municipaux. Vous allez faire de l'argent avec vos déchets. Puis on a vu des technologies aujourd'hui là, où il y a des techniques qui sont actuellement plus en fonction, où il y a eu des investissements majeurs. Donc, ce n'est pas la crainte de vouloir investir à ce niveau-là, mais c'est des sommes importantes et c'est d'être sécurisé dans quel type, parce que chacune des technologies porte ses caractéristiques. Et moi, je vous dis, on a fait faire une analyse assez poussée pour savoir, compte tenu des volumes, du type de déchets qu'on avait en termes de déchets organiques. Et pour nous, ce n'était pas rentable parce que la nature même de nos déchets se prêtait moins à une production efficace de gaz. Donc, on est allé dans une autre technique, mais je pense que c'est une question de coût, une question de choisir les bonnes technologies en fonction de nos propres réalités. Mais c'est un grand défi qu'on a. Je ne pense pas qu'il y ait une crainte comme telle. Il y a d'être assuré au niveau des bons choix parce que c'est des choix qui ont un impact financier important dans chacune des collectivités. Mais il se fait encore de l'enfouissement alors qu'on a des technologies maintenant pour éviter l'enfouissement. Effectivement. Mais il se fait encore de l'enfouissement, il se fait encore on transporte des déchets sur des distances incroyables et il y a énormément, je pense, une réalité à ce niveau-là sur lequel on doit... mais on a des défis importants au niveau... il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de de la récupération, de la cueillette sélective dans la plupart des communautés québécoises. Certains commencent à traiter les matières organiques, c'est là le grand défi, c'est 60 de ce qu'on enfouit actuellement. Donc, on est en train de soustraire énormément.
à l'enfouissement. Il y a on parle d'innovation, toute la question d'avoir aussi des marchés pour les matières qu'on récupère, au niveau de la récupération. Et là, il y a vraiment aussi, là, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on fait avec le verre qu'à un moment donné, donc il y a le grand défi technique et d'innovation à ce niveau-là. Merci. Oui, juste un tout petit mot pour Dominique. Je fais penser, c'était une citation de Peter Drucker qui disait « L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. » C'est un bel exemple peut-être d'opportunité. Et ça rejoint un peu ce que disait tantôt Jean-Guy. La difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, on dérange des comportements, on dérange des acquis. Et immédiatement, évidemment, je ne veux pas lancer la pierre à nos médias, mais immédiatement, ça fait une nouvelle qui immédiatement braque une partie de la population. Et là, évidemment, alors moi, je pense qu'il y a une pédagogie fondamentale. Chaque fois qu'il y a un changement, il faut davantage, je pense, faire de pédagogie, expliquer que ce changement-là, c'est les opportunités qu'il peut créer. Je pense que c'est ce que je reprends la citation de Drucker. Merci. Merci. Micro de droite. Bonjour, ma question s'adresse à M. Alain Rousset. Vous avez décrit tantôt les différences entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ma question étant, combien pensez-vous que l'État devrait investir dans la recherche appliquée, car ce sont ces types de recherches qui sont à la base des grandes révolutions scientifiques qui ont donné la force à l'Occident pour pouvoir développer l'économie des années 50 et 60. Merci. J'ai pas. Donc, votre thèse, vous, c'est que, en fait, c'est la recherche fondamentale qui produit plus de grandes découvertes que la. C'est ça que vous me disiez? À long terme, on voit que des recherches, surtout au niveau de la physique ou de la biologie, juste pour la recherche, au niveau de nos universités, ont produit de grandes révolutions, Oui. surtout dans les 40. Mais simplement, quand je parlais, c'est pas moi qui ai sorti cette étude, hein, encore une fois, elle vient de Harvard. C'est un peu sérieux quand même. Bon. Donc, je parlais du cadran de Pasteur. Pasteur a fait de la recherche fondamentale. Et quand on regarde les écrits de Pasteur, il y avait une émission sur France Inter en France là, où Pasteur réclamait au ministre de la Recherche de l'époque le financement de matériel pour faire de la recherche fondamentale en biologie, en biochimie, etc. C'était bien de la recherche fondamentale. Mais son objectif à Pasteur, c'était de guérir la rage, d'éviter toutes les infections, etc. Il avait une pensée par rapport au cadran de bord, lui, qui était dans la Lune ou dans les étoiles. Ça signifie pas qu'il faut pas que l'on ait des recherches très en amont. À l'évidence, et je ne sais pas s'il est encore dans la salle, Jean-Claude Kiefer, qui connaît bien ça de l'INO, ou le directeur de l'INO pourrait l'expliquer mieux que moi, quand on crée un laser pétale visant à accélérer, à potentialiser le laser pour taper sur une bille de deutérium, on ne va pas faire de l'énergie tout de suite. Parce que l'idée de cette machine, c'est de passer de la fission nucléaire à la fusion nucléaire, c'est-à-dire à reproduire le Soleil. Vous doutez bien que si on savait faire ça, celui qui va savoir faire ça, c'est comme le stockage de l'énergie, c'est le Google, quoi. Voilà. Mais en même temps, il y a un objectif. Oui. Enfin, je sais pas, c'est peut-être... Ça va? À ma gauche. Bonjour, Pierre Lefebvre, je suis conseiller en finance et en stratégie. Ma question s'adresse à M. Rousset. On a un problème au Québec au niveau du financement des entreprises, au niveau des entreprises qui ont créé des innovations. Et le problème ne se situe pas au niveau de créer des choses. Le problème se situe lorsqu'arrive le moment de les mettre en marché. Et je serais intéressé de savoir comment vous approchez le processus en France. Parce qu'ici, et on le voit, on l'a vu la semaine dernière dans les journaux,
au niveau des faillites des entreprises. Il y a plein d'entreprises qui font faillite, qui ont inventé un produit. Ils ont eu plein d'argent de l'État pour créer leur produit. Et quand ça a été le temps de mettre leur produit en marché, il n'y a absolument aucun fonds pour le faire. Pour le mettre en marché. On peut mettre en marché à petite échelle, mais lorsqu'on vient faire du marketing international ou autre, l'argent n'est pas disponible. Est-ce que vous avez trouvé une solution en Gironde? Je ne sais pas trop comment vous répondre là-dessus. D'abord, il faut qu'un marché faut qu'un produit rencontre son marché. Il faut peut-être s'interroger si l'entreprise qui a réfléchi à ce produit pour cet usage était bien dans le film du moment. On a parfois raison trop tôt. Hein? On peut avoir raison trop tard, d'ailleurs. Mais il y a ce type de problème. A priori, vous faites référence là à des besoins de fonds de roulement, au financement du fonds de roulement. Comment je suis capable de financer mes achats matières, mon personnel, etc., et d'attendre que le bénéfice soit revenu, la vente se soit faite. Donc c'est du fonds de roulement, hein, d'une certaine manière. C'est de la capitalisation de la mise en marché. Alors, on peut appeler ça... Par exemple, on ne peut pas s'attaquer au marché américain. Je me souviens de l'année passée, où il y a 2 ans, Investissement Québec a décidé d'aider les entreprises à faire du marketing international. Ils ont créé un nouveau programme où on donnait aux entreprises 500 000 $. Alors, 500 000 $ pour s'attaquer au marché américain. C'est insuffisant. C'est risible. Oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé des solutions en France à ce problème, à ce genre de problème? Écoutez, je peux vous donner un exemple qu'on a mis en place au niveau des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées qui sont dans le domaine de l'aéronautique, qui est un système qui a financé un changement de relation entre les donneurs d'ordre de l'aéronautique et leurs sous-traitants. C'est-à-dire les donneurs d'ordre ont demandé à un moment donné aux sous-traitants aéronautiques, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là, de financer une part R&D, de financer l'achat matière, et de n'être payé qu'au moment où l'avion vole, donc qu'il était lui-même payé à Airbus. Ça s'appelle le risk sharing. On a financé ça. C'est des millions d'euros qui ont été... Ça suppose un effort, parce que... mettre le pied pour des entreprises québécoises ou canadiennes dans le marché américain, c'est aussi compliqué pour des entreprises françaises de mettre le pied sur le marché américain aussi. Hein. J'ai entendu quelqu'un derrière moi dire qu'il faut être fort local avant d'être fort international, ce qui est vrai, mais si on est fort local en France, on est 20 fois plus gros que fort local au Québec. Refaites-moi ça. Ça, il faut que les journalistes notent pour... Non, c'est parce que la France, en tant que marché, est quand même un Ah multi... oui, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Mais, bon, alors, parce que là, il faudrait qu'on... C'est un débat technique, notre truc, là. C'est très technique. Ouais. Est-ce que les fonds propres de l'entreprise sont suffisants? La première chose que vous dit votre banquier, voire même les services des gouvernements, c'est le rapport entre fonds propres et l'emprunt que je fais. Hein, donc il y a ça. Deuxièmement, il y a des outils à l'international, la France en a, hein, qui garantissent auprès de l'entreprise qui achète que le produit sera bien livré. Et il y a des garanties qui existent auprès des fournisseurs dans l'entreprise qui vend que les entreprises en amont seront bien mis en place. C'est la Banque publique d'investissement qui fait ça. C'est d'une complexité totale.
mais il y a des mécanismes de garantie. Donc il y a les fonds propres, il y a les garanties. Après, il y a l'ouverture des marchés et la franchise avec laquelle un certain nombre d'entreprises du côté des États-Unis jouent le jeu. On sait très bien qu'il y a un système d'aide directe à l'économie américaine qui passe via le Pentagone et les crédits agricoles qui est considérable. Il ne faut pas être naïf là-dessus. C'est vrai. Ça va? Merci. Oui. Monsieur Rousset, comme président, vous me permettrez de vous poser la dernière question. Oui, la dernière. Oui, la dernière, je vous promets. Je suis très sensible au dossier de la francophonie, ayant été Sherpa pendant quelques années pour le gouvernement du Québec. Alors, j'ai préparé une question à votre attention. Grâce au président de la France, François Mitterrand, le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, et le premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, l'Organisation internationale de la francophonie fut créée et le premier sommet, en février 1986, réunissant 31 chefs d'État ou de gouvernement, eut lieu à Versailles. Depuis ce premier sommet, l'organisation a accueilli 26 nouveaux membres et 20 observateurs. On parle donc maintenant de 77 gouvernements pour une population de 900 millions de personnes. En novembre prochain, le Sénégal accueillera le 15e sommet. Les principales activités de la francophonie se situent au niveau politique, culturel, éducation et développement social. Il n'existe à peu près rien au point de vue activité à caractère économique. Tout récemment, en août, Jacques Attali a remis à M. Hollande un document fort intéressant qu'on appelle « La francophonie et la francophonie ». Il existe 53 recommandations dans ce document et la majorité des recommandations proposent des actions dans le domaine économique. Alors, ma question, croyez-vous possible qu'une alliance entre la France, le Québec et le Canada pourrait permettre de développer, à partir du rapport de M. Attali, une stratégie innovante afin d'accroître nos échanges commerciaux entre les différents pays de l'Organisation internationale de la francophonie? La réponse est évidemment oui. Alors, je n'ai pas en mémoire les 53 propositions. Je les ai lues dans la presse parce que Jacques Attali ne nous a pas envoyé aux régions françaises le rapport. Il aurait peut-être, enfin, ou le président de la République, c'est pas une plaisanterie parce que aujourd'hui, la coopération décentralisée est plus efficace d'une certaine manière dans le domaine de la francophonie qu'une coopération centralisée. Le rôle du Québec est immense parce que l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. Et nous supportons toujours nos vieilles responsabilités néocoloniales en Afrique, que vous n'avez pas à avoir. Hein? Je le disais tout à l'heure, la formation à distance et la formation est un acte économique et me semble être quelque chose d'essentiel, notamment sur le plan technique et professionnel. Je ne me rappelle plus quel est l'enseignant des universités de Québec qui a fait cette thèse, mais c'était lumineux. Lumineux. Et vous avez raison de poser cette question parce qu'il faut que le sommet de Dakar soit pas simplement une rencontre culturelle, pas simplement une rencontre... Enfin, il faut que ce soit aussi une rencontre politique quand même. Parce que, vu les difficultés que rencontre l'Afrique, à la fois de croissance, de terrorisme, de déstabilisation politique, on a quand même, il y a quand même un vrai travail politique à avoir, mais aussi économique. 40% de la population de la planète va se croître avec l'Afrique. Et là, on a un peu les États-Unis qui arrivent, on a la Chine qui arrive. C'est très facile de faire basculer une génération qui a sa langue indigène, qui a une autre langue qui est la langue parlée de communication internationale. Et en l'espace de 10 ans, vous avez des pays qui changent de langue. La Roumanie, ça a été le cas. Le Vietnam. Et le Vietnam. Alors, au nom de participants, je voudrais remercier bien sincèrement M. Rousset d'avoir accepté de venir rapidement de France, venir nous entretenir. Et je remercie aussi M. Forêt, qui est parti de Rimouski pour venir nous rencontrer. Saint-Georges, Saint-Georges.
Ainsi que M. Audel, lui, qui est parti de l'île des Sœurs.